Bonjour à tous, je me présente Nathalie Paquet-Véro, en charge de la communication corporate et de l'expérience apprenant à l'IFCAM. Bienvenue à ce vernissage qui lance la nouvelle exposition de l'IFCAM ayant pour thème Apprendre la force de la nature. Nous sommes très heureux avec cet événement de contribuer au Festival de l'Apprendre 2021 organisé par le Cercle APE et très content de mesurer à quel point ce sujet enthousiasme un public large. Alors pourquoi ce sujet? Il nous a semblé comme une évidence, dans un contexte contraint, très digitalisé, où nous sommes en manque de nature, de liens et où on se pose de nombreuses questions, entre autres sur les lieux de formation de demain. Pourquoi ce format d'expo? Un bref historique peut-être. Depuis 2018, suite à l'extension de notre campus de la Boétie à Montrouge, nous avons la chance de bénéficier d'un espace dédié qu'on appelle le showroom, lieu de débat et d'acculturation qui propose un parcours chronologique sur les innovations pédagogiques d'hier. Rappelons que l'IFCAM a été créé en 1976 pour accompagner les collaborateurs du groupe Crédit Agricole dans le développement de leurs compétences, sur les innovations pédagogiques d'aujourd'hui, bien sûr, et de demain, et qui ne sont pas que technologiques, rappelons-le. Dans ce cadre, en parallèle de notre expo permanente sur Apprendre à apprendre, le cerveau nous livre ses secrets, nous avons déjà organisé 2 expositions projectives sur les usages de la réalité virtuelle ou bien encore sur les robots en formation. À destination des collaborateurs du groupe, bien sûr, mais aussi ouvertes sur réservation à l'extérieur du groupe. À la fin des expos, la plupart des ressources créées pour l'occasion restent accessibles à distance sur notre site ifcam-showroom.fr. C'est donc tout naturellement à cette adresse que je vous retrouve aujourd'hui pour partager ensemble l'exploration de ce nouveau thème de la force de la nature dans nos apprentissages. L'IFCAM a travaillé avec le groupe Interface, dont le dirigeant Olivier Charbonnier a accepté de vous guider dans les différentes salles pour vous donner envie d'y revenir au moment de votre choix, seul ou avec d'autres visiteurs de votre entourage. N'hésitez pas à en parler autour de vous. L'objectif de cette expo est de partager les choix éditoriaux que nous avons faits, de nous questionner collectivement sur le potentiel de la nature en formation. Nous avons cherché à nous appuyer sur la recherche, comme on le fait habituellement pour nos fondements pédagogiques, mais pas seulement. Quand les études n'étaient pas satisfaisantes ou pas suffisantes, on s'est fié aussi à nos intuitions. On s'est allé à nos envies d'être étonnés et on vous propose donc de nous accompagner dans un voyage apprenant dont ce vernissage est la première étape. En effet, au-delà de la visite de l'expo, nous vous donnerons rendez-vous régulièrement pour poursuivre les discussions sur les réseaux sociaux, en particulier sur notre page LinkedIn, où on vous retrouvera avec plaisir pour interagir, enrichir les thèmes et les ressources et répondre à cette question. Apprendre avec la nature en milieu professionnel, dans l'entreprise, fantasme ou réalité? Alors bonne visite avec Olivier qui va vous entraîner de salle en salle à la découverte de l'apprentissage et du vivant et à très vite sur LinkedIn pour poursuivre l'aventure ensemble. Place au guide. Alors c'est vrai qu'il y a un certain paradoxe à parler de nature depuis nos écrans. Euh, mais avec le digital qui tente à devenir notre principal horizon quand même, la tentation était forte d'ouvrir la fenêtre en grand et donc c'est ce qu'on a fait. On l'a fait avec une question simple, en guise d'épuisette si j'ose dire. On s'est demandé si la nature pouvait jouer un rôle en matière d'apprentissage. Alors la réponse qu'on a trouvée sont de toute nature. Euh, on a par exemple trouvé un prof à Stanford qui organise tous ses cours dans la forêt avec ses étudiants. On a également croisé un réseau de défenseurs de l'environnement pour qui donne nature à toutes les vertus, y compris celle d'apprendre. On a également retrouvé ces philosophes, ces écrivains, ces poètes, hein, qui d'Aristote à Giono, euh, ont fait de la nature leur muse. Et je ne sais pas vous, mais nous, en tout cas, on s'est souvenu de cette incantation de nos parents quand on était bien au chaud derrière la télé et qu'on nous disait allez, allez dehors, sortez, il fait beau, ça vous fera du bien. Alors, évidemment, tout le monde a envie de se dire que la nature apprend, et pourtant, ce n'est pas si simple. En tout cas, on est allé voir du côté des sciences pour voir de quoi il en était.
La question frémit quand on regarde un peu ce qui est produit et on pourrait même dire que les résultats sont plutôt prometteurs. Euh, Au risque de spoiler ce vernissage, à l'expo dans son ensemble, disons-le clairement, la nature est notre amie en matière d'apprentissage. Alors, j'aurais d'abord quand même envie de faire preuve d'une certaine prudence. Euh, En premier lieu, il est extrêmement difficile d'isoler précisément le rôle de la nature en matière d'apprentissage. Bien évidemment, les facteurs qui soutiennent nos apprentissages sont multiples, hein. On trouve pêle-mêle la motivation, l'environnement d'apprentissage, le talent du formateur, le rapport qu'on a eu à l'école, est-ce qu'on a été en échec ou au contraire en réussite, notre disponibilité, etc. Dit autrement, nos apprentissages reposent davantage sur une combinaison gagnante de ressources et de ressorts que sur une clé unique. Deuxième raison d'être prudent, c'est que les ressources et les ressorts qui fondent nos apprentissages interagissent entre eux sans qu'on comprenne encore vraiment bien comment. Comment la motivation agit sur mon attention, comment mon attention impacte-t-elle ma mémoire, dans quelle mesure un environnement calme et fécond favorise-t-elle mon attention qui à son tour impacte ma mémoire, etc. Et de fait, comment la forêt, comment les arbres, comment la nature interagit avec ces autres facteurs d'apprentissage, la question reste quand même très ouverte. Troisième raison d'être prudent, c'est que le bien-être au travail est devenu un business. Et j'allais dire que, à la limite, vanter la dynamique cognitive dans laquelle nous plongent les bains de forêt, pourquoi pas, à condition que ça reste gratuit. Et donc, méfions-nous quand tout ça devient l'enjeu d'un business trop appuyé. Enfin, et c'est la dernière précaution que j'ai envie de prendre, la notion même de nature invite à la prudence. Le concept est protéiforme. Entre l'immersion dans une forêt tropicale et la contemplation d'un poster d'arbre accroché au mur de son salon, on voit bien que le champ est vaste. Donc vous l'aurez compris, on avance sur un terrain qui est encore très vague. Et pour autant, il nous semble que le terreau est assez fertile pour y planter quelques graines. Bon, c'est vrai, l'analogie est tentante, mais je vous promets, je ne vais pas en abuser. On a regroupé nos investigations autour de 4 thèmes. D'abord, apprendre dans la nature. Ensuite, deuxième partie de l'expo, apprentissage et alimentation. Troisième partie, la nature comme source d'innovation. Et puis enfin, apprendre avec son corps. Et donc, pour les découvrir, on a sélectionné parmi une centaine de ressources, on a retenu une quinzaine d'articles, de vidéos, de podcasts, d'ouvrages aussi. Et on a essayé d'organiser un équilibre entre ces ressources pour constituer l'exposition à laquelle on vous invite. Alors d'abord, première partie de l'expo, commençons par le scope le plus large, apprendre dans la nature. Les recherches convergent pour établir les effets positifs du contact avec la nature sur nos apprentissages. On pourrait dire qu'il y a deux types de travaux, deux types de recherches. La majorité des études cherchent à savoir à travers nos comportements et nos perceptions si le contact avec la nature est favorable à nos apprentissages. Par exemple, pendant une dizaine d'années, deux chercheurs, Rachel et Stéphane Kaplan, ont suivi dans le cadre d'un programme de recherche des personnes habituées à fréquenter des espaces naturels. Et ce qui est intéressant, c'est que les données qu'ils ont recueillies durant ces années les ont conduits à développer un concept plutôt porteur, plutôt prometteur, c'est le concept d'environnement restaurateur. Ils disent en substance que la nature favoriserait tout particulièrement la restauration de l'attention. Mieux, ils disent qu'il n'y a même pas forcément besoin de se retrouver au cœur d'une forêt de chênes centenaires, qu'un parc, un jardin, une plage, voire même des plantes vertes sur le rebord de sa fenêtre ou une vue sur des arbres serait bénéfique à l'apprentissage. En fait, ça permettrait de nous libérer d'une attention soutenue, hein, comme par exemple celle à laquelle nous invitent en ce moment nos écrans, et en mettant notre attention au repos, ça opérerait sur notre attention une fonction restauratrice. Autre exemple, aussi assez intéressant, c'est celui d'une recherche qui s'est déroulée entre 72 et 81 auprès de 46 patients ayant subi une ablation de la vésicule biliaire. Une partie de ces patients avait vu sur une forêt, tandis qu'une autre partie avait vu sur un bâtiment mitoyen.
Et l'étude a montré de façon assez significative que les patients dont les fenêtres donnaient sur un espace naturel récupéraient plus rapidement que les autres. Encore plus exotique, on a des travaux de recherche qui nous viennent du Japon sur le Shirin-yoku. Alors, le Shinrin-yoku sont des bains de forêt et manifestement, les chercheurs nous disent que ces bains de forêt ont un effet positif sur les émotions et la vivacité, mais aussi sur la dépression et l'anxiété. Et puis, tout récemment, des chercheurs se sont intéressés aux effets de la nature sur les élèves. Et là, ils ont montré dans une étude qui a été publiée en mars 2019, je crois, que le fait de réaliser des activités en milieu naturel permettait de revigorer l'attention, de réduire le stress, de stimuler l'autodiscipline, de soutenir la motivation et la persévérance, de favoriser l'imaginaire, et même cerise sur le gâteau, de soutenir le développement de soft skills comme la capacité de résolution de problèmes, la pensée critique, le leadership, le travail d'équipe ou encore la résilience. Alors, je le disais, il y a vraiment deux catégories de recherche. La seconde catégorie est plus récente, elle nous vient des neurosciences. Il est vrai qu'avec l'IRM qui s'est développé ces dernières années, les neuroscientifiques commencent à avoir un peu plus de visibilité sur le fonctionnement du cerveau et sur les facteurs qui viennent agir sur certaines zones du cerveau. C'est ce qui les a conduits à découvrir que la partie préfrontale de notre cerveau, celle qui est responsable de notre capacité de concentration et de notre mémoire, cette partie préfrontale se développerait plus facilement dans la nature. Autre découverte intéressante, il semblerait que le seul fait de regarder la nature, du fait de sa dimension fractale, produise des ondes alpha dans le cerveau. Or, les ondes alpha nous aident justement à nous relaxer et facilitent de fait nos apprentissages. De même, nous disent les chercheurs en neurosciences, l'amygdale, aidée du cortex préfrontal, régule notre stress, nos angoisses, nos peurs, sauf que l'amygdale tend à se découpler du cortex préfrontal lorsqu'on grandit en ville. Et donc, ce découplage, finalement, dégraderait la régulation de notre stress et de nos angoisses, et donc pourrait fragiliser nos capacités cognitives. En même temps, nous dit Kaplan, il ne suffit pas d'être plongé dans la nature pour apprendre. Ça suppose, à minima, d'avoir un certain intérêt pour la nature. Alors, on sait bien que si on n'aime pas la nature, ça ne va pas faciliter notre concentration et notre attention. Et également, il faut même que la nature procure un certain sentiment d'évasion. Mais on le voit quand même globalement dans cette première partie d'expo, ce qu'on retiendra de façon très, très réductrice, c'est que finalement, la première grande vertu de la nature, c'est de restaurer notre attention et dont on sait qu'elle est au cœur de notre dynamique d'apprentissage. Deuxième partie de l'expo, deuxième thème, c'est celui de l'alimentation et du lien entre l'alimentation et la nature, et l'apprentissage, pardon. Plusieurs recherches récentes laissent entendre que notre alimentation impacte nos capacités cognitives et avec elles nos apprentissages. Alors là encore, je dirais que la prudence s'impose. On est sur un terrain à fort enjeu business. Je me pencherai ici sur deux séries de travaux. D'abord, il y a des recherches qui montrent que les acides gras saturés et le sucre, qui ont considérablement augmenté, comme on le sait, depuis 50 ans dans les civilisations occidentales, il semblerait que les acides gras saturés et le sucre ne sont pas bons, mais alors vraiment pas pour notre cognition. Et on leur prête en particulier deux défauts quand on les consomme, en tout cas de façon excessive. D'abord, ils perturbent la mémoire à court terme et à moyen terme, puis ensuite, ils réduisent notre adaptabilité cognitive. Alors, c'est quoi l'adaptabilité cognitive? Finalement, comme l'explique assez simplement une enseignante, imaginez que vous rentrez chez vous en voiture en suivant toujours le même itinéraire, et puis un beau jour, la route est barrée, et là, vous devez trouver un nouveau chemin pour rentrer. Avec une bonne adaptabilité cognitive, vous allez trouver un autre itinéraire assez rapidement et vous adapter. Et donc, finalement, l'adaptabilité cognitive, c'est ce qui nous permet, en nous adaptant, de susciter de nouveaux apprentissages. Alors, si on entre un peu plus dans le détail, des chercheurs ont constaté que les cellules microgliales, ces cellules qui nettoient les réseaux neuronaux, s'inflammaient et devenaient hyperactives quand on consommait trop de gras et trop de sucre, toujours eux. En fait, que font concrètement ces cellules microgliales? Il semblerait qu'elles dévorent les neurones fonctionnels qui sont essentiels à la mémorisation. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir s'empêcher d'imaginer qu'un Pac-Man ou un crocodile grignote un petit bout de notre cerveau au moment où on avale
une bonne mousse au chocolat. Au-delà des acides gras et du sucre, c'est toute notre alimentation qui agirait sur notre cognition. En tout cas, c'est ce qu'a montré une étude longitudinale publiée en 2019 par l'Académie américaine de neurologie. Le principe d'une étude longitudinale, c'est de suivre une cohorte de personnes pendant une durée assez longue pour voir l'évolution de ce qu'on cherche à observer. Et donc, ces chercheurs, en l'occurrence, ont suivi pendant 30 ans l'alimentation de 2621 personnes qui avaient aux alentours de 25 ans au début de la recherche. Ils ont entre autres évalué leur fonction de réflexion. Et là, ils ont observé qu'une alimentation riche en fruits et légumes, en noix, avec des apports modérés en poisson et en alcool, faibles en viande et en produits laitiers riches en graisse, que ce type d'alimentation était associé à de meilleures performances cognitives à l'âge moyen. Alors les chercheurs ajoutent, et là je les cite parce que je ne voudrais pas pousser à l'alcoolisme, mais les chercheurs ajoutent que la consommation modérée d'alcool dans le cadre d'un régime alimentaire sain semble importante pour la santé cérébrale à l'âge moyen. Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires, ajoute-t-il avec précaution, pour confirmer ces résultats. Toutefois, je le disais, la prudence doit rester de mise pour 3 raisons. La première, c'est qu'on ne connaît pas vraiment l'impact des différents nutriments sur nos apprentissages. On commence à les observer, mais ça reste encore assez épais. La seconde précaution, c'est qu'on sait encore moins jusqu'où il est possible de généraliser ces résultats à un ensemble plus grand de population. Et puis enfin, que dire à son fils qui vient de terminer un gros pot de Nutella en vous expliquant que ça le motivait dans ses révisions. Alors, troisième partie de l'expo, la nature comme source d'innovation. Et dans cette troisième partie d'expo, vous allez trouver 2 concepts qui nous ont particulièrement intéressés. Le concept de biophilie et le concept de biomimétisme. D'abord, la biophilie. La biophilie, c'est un concept qui a été inventé en 1984 par un biologiste, Edward Wilson. Et Wilson dit en gros que les humains ont une tendance innée à se chercher des liens avec la nature et avec d'autres formes de vie. Et cette attirance particulière pour le vivant tiendrait, selon Wilson, au fait que justement le vivant serait inscrit dans notre génome. Et c'est ce que Wilson appelle l'hypothèse de la biophilie, c'est-à-dire un besoin spontané d'autres formes de vie. Alors depuis, la biophilie a donné un courant, et ce courant, dans la vie de tous les jours, s'incarne concrètement à travers des bâtiments, du mobilier, plus largement, toutes sortes d'ouvrages imprégnés de nature. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la biophilie va bien au-delà de la végétalisation. Les ouvrages dits biophiles sont conçus pour répondre à des enjeux de santé et de qualité de vie, mais aussi de performance et de créativité. On pourrait dire que la biophilie a 2 caractéristiques. D'abord, elle embrasse résolument tous les phénomènes liés à la nature, des plus évidents et accessibles, comme le végétal, les animaux et le minéral, jusqu'aux moins visibles, comme la brise du vent, les sons, les effluves olfactives. Seconde caractéristique, la biophilie valorise fortement les interactions sensorielles, les analogies avec la nature et toute forme de configuration spatiale évocatrice de la nature. Par exemple, avoir une vision dégagée, pouvoir se protéger dans un refuge. Donc, il s'agit moins ici de chercher à établir un lien direct entre biophilie et apprentissage que de questionner nos environnements d'apprentissage d'un point de vue biophilique. Et dit autrement, on fait l'hypothèse que si le vivant est inscrit dans notre génome, alors il y a urgence à restaurer la nature dans nos environnements même d'apprentissage. Le second concept qui nous a intéressés ici, c'est le concept de biomimétisme et par extension celui de bio-inspiration. Alors, le biomimétisme considère que du végétal à l'animal, en passant par le minéral, tout est matière à apprendre. En même temps, ce n'est pas nouveau. On pourrait même dire que ça a toujours été. Sans remonter à la préhistoire, il suffit de penser à Léonard de Vinci qui, il y a 500 ans, en anatomiste remarquable qu'il était, s'est largement inspiré des oiseaux dans ses inventions parce qu'il rêvait de voler comme eux. Beaucoup plus récemment, les inventions inspirées de la nature se sont multipliées. Par exemple, des ingénieurs ont conçu des robots espions en s'inspirant des chauves-souris. De même, c'est parce que des chercheurs se sont intéressés aux lucioles qu'ils ont pu mettre au point la technique des ampoules LED. Et si vous êtes amené à prendre le Shinkansen, à ne pas confondre
avec les Shinrin-yoku, ces bains de forêt. Si vous êtes amené donc à prendre le Shinkansen, ce train japonais qui concurrence notre TGV, vous remarquerez qu'il est particulièrement calme et que ce silence tient en partie à la pointe avant du train, qui a été inspiré par le bec du martin pêcheur. Donc concrètement, et c'est ce qui nous intéresse tout particulièrement, le biomimétisme nous invite à suivre un processus d'apprentissage qui est organisé en 5 temps. En tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait le recomposer. De l'immersion, de l'observation, de l'inspiration, de l'expérimentation et de l'innovation. Et finalement, on peut se dire que ces 5 temps pourraient opportunément structurer des dispositifs d'apprentissage, quelle qu'en soit la nature, si j'ose dire. Enfin, dernière partie de l'expo, quatrième partie, apprendre avec la nature, c'est aussi apprendre avec son corps. Et là, c'est surtout du côté de l'éducation des enfants que la question a été creusée. Dès le début du XXe siècle, on voit naître des projets pédagogiques qui vont devenir progressivement de vrais courants, avec des pédagogues comme Freinet et Montessori, dont la portée s'est considérablement amplifiée ces dernières années. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, les instituteurs de la Troisième République contenaient les corps à coups de baguette, de règles ou de coin de classe. Et face à ça, Freinet et ses pairs vont mettre en avant l'importance du corps en mouvement. Vous trouverez notamment dans l'expo un article issu de la Revue internationale d'éducation nouvelle qui date de 1921. Et cet article raconte ces écoles sans pupitre ni banc, et là je les cite, si défavorables à la liberté de mouvement dont l'enfant a besoin. L'article, qui est assez lyrique, vaut le détour rien que pour son style. Alors plus proche de nous et de la formation continue, on voit émerger des recherches sur les effets haptiques, ces effets relatifs au toucher, et puis les effets kinesthésiques, ce qui est relatif au mouvement. Et cette tendance s'explique notamment par l'essor de la réalité virtuelle et des possibilités pédagogiques nouvelles qu'elle offre. Alors, on n'a pas encore assez de recul pour répondre à ces questions, mais quand même, on sent bien qu'on en approche. Jusqu'où un apprentissage à la prise de parole en public, ou un apprentissage des premiers gestes de sécurité incendie, ou encore un apprentissage de sensibilisation au handicap. Jusqu'où ces apprentissages peuvent-ils être renforcés par une mobilisation de notre corps? C'est ce que des travaux de recherche devraient nous permettre de dire d'ici 1 ou 2 ans. Dans un tout autre registre, Aristote, Nietzsche, Rousseau, ou plus récemment Giono, mettaient déjà en avant la nécessité de mettre leur corps en mouvement, notamment à travers la marche, pour mettre l'esprit et les pensées à leur tour en mouvement. Alors, les startups, c'est vrai, ont recyclé l'inspiration de nos anciens en faisant une tendance. C'est ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle encore le coworking. Déjà, à ses débuts, Google vantait les mérites de son vélo-conférence. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, c'est un vélo avec 8 selles où on se réunissait dans la forêt pour discuter algorithmes et business. En fait, l'expérience n'a pas duré très très longtemps, mais elle a contribué à valoriser l'importance du corps en matière de performance cognitive, de performance cognitive et collective aussi d'ailleurs. Accessoirement, le vélo-conférence a contribué à nourrir l'illusion que Google était une boîte vraiment cool, alors qu'on sait que dans la réalité, ce n'est pas aussi vrai, mais ça, c'est un autre débat. En conclusion de tout ça, j'ai envie de dire qu'on voit qu'il s'agit de s'immerger dans la nature, première partie de l'expo, de se nourrir, deuxième partie, de s'en inspirer, troisième partie, ou de se mouvoir, quatrième partie. Toutes les recherches convergent vers l'idée que la nature est l'ami de l'apprenant. Prompte à le soutenir, on pourrait dire des intestins au cerveau en passant par ses sens. Pour autant, en écho aux précautions que j'ai prises en ouverture de mon propos, je voudrais rappeler 2 limites au lien qu'on a établi entre nature et apprentissage. D'abord, en isolant les facteurs d'apprentissage, on ignore clairement le poids relatif à chacun d'eux, au risque de créer des effets de loupe. Et en prenant un peu de recul, on pourrait se demander ce qu'il en est de l'effet stimulant du bouillonnement culturel, du bouillonnement social, économique sur nos apprentissages qu'on peut ressentir dans une ville par rapport à l'environnement, certes peu stressant, mais peut-être un peu morne des champs de betteraves. Seconde limite, en isolant les facteurs d'apprentissage, on ignore l'importance déterminante de leur synchronicité. Et c'est peut-être dans cette synchronicité que ça se joue. C'est peut-être parce que je suis motivé, mais aussi parce que le formateur et pédagogue
et que j'ai du temps pour apprendre, et qu'accessoirement, je peux consolider mes apprentissages en me promenant dans la forêt, que j'apprends véritablement. Et que le découpage de ces facteurs fait tomber l'impact de l'un d'eux-mêmes, ou en tout cas le diminue considérablement. Donc, ces facteurs d'apprentissage n'agissent pas de façon isolée, a priori, et cloisonnés, ils se complètent. Donc, en résumé, on pourrait dire que la nature, aussi féconde soit-elle, n'est pas pour autant une potion magique. Au-delà de ces précautions, j'aurais envie de conclure avec une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement une dimension agréablement transgressive après un siècle d'industrialisation tous azimuts, et en réaction à la tentation qui s'ouvre devant nous d'une digitalisation à tout crin, est-ce que finalement il n'y aurait pas une dimension agréablement transgressive à se projeter le long d'une forêt, euh, d'un fleuve, d'une colline verdoyante quand il s'agit d'apprendre, plutôt que de rester assis derrière un écran ou enfermé dans une salle de formation? Alors de là, transformer la formation professionnelle en formation buissonnière, évidemment, la tentation est grande. Voilà, merci beaucoup de votre attention.